Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. La fin d'un monde sans frontières, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et oui, le libre-échange, la globalisation, quelque chose qui n'est plus remis en cause depuis plusieurs années maintenant, commence à prendre un petit peu cher, notamment vous vous en doutez bien avec toutes les décisions relatives à Donald Trump et à l'économie mondiale. Et évidemment les réponses accordées par les États rivaux, comme la Chine par exemple, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail ce soir. Et pour ce faire, j'ai invité Arnaud Mille, vous savez, qui est représentant du Parti de la France aux États-Unis. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, bonjour pour Ah, vous, puisqu'il y a 7 heures de décalage horaire. Comment allez-vous? tout à fait. Eh ben, je vais très bien. Bonjour à toi, Alexandre, et puis à Victor. J'espère qu'il va bien. Eh ben, on va lui Bonsoir poser la question. Arnaud. Bonsoir Arnaud, bonsoir Alexandre. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Je vais bien et je suis effectivement prêt à aborder ces sujets passionnants qui nous animent cette semaine. Et oui, j'ai avec moi un autre invité international, Victor Jean de Légilardet, qui est membre du bureau politique du Parti de la France, et également adjoint d'Alexandre Simoneau, qui est le secrétaire, non, excusez-moi, le délégué général du Parti de la France. Vous êtes en Tunisie, je crois qu'il y a 2 heures de décalage horaire en ce moment, si je dis pas de bêtises, il me semblait que c'était un Une avant. seule. Une Une seule, seule. d'accord. Pour moi, il n'est que 8 heures là, actuellement, alors que pour vous, il est passé 9 heures. Oui, tout à fait. Je sais même pas si ça passe l'heure d'été, la Tunisie. Ça passe l'heure d'été, la Tunisie, ça change d'heure? Elle se synchronise en fait. Lorsque la France passe à l'heure d'été, elle a une heure de moins que la France, et le reste de l'année, elle est sur le même créneau horaire que la France. D'accord, Ah, ok, voilà. très bien. D'ailleurs, mon cher Victor, je compte y passer prochainement, peut-être au mois de juin. Est-ce que j'aurai la joie de vous revoir? On verra ça en privé. Tout à Et fait. oui, ne digressons pas, parce qu'on a quand même un petit paquet de questions à traiter et quelques actualités comme à chaque épisode du forum du Parti de la France. Et première question que j'aimerais vous poser, mes chers invités, c'est que Donald Trump a été l'un des premiers dirigeants occidentaux à remettre frontalement en cause le dogme du libre-échange. Peut-on dire qu'il a initié un tournant historique vers un nouveau protectionnisme économique, selon vous, Arnaud Mille? Alors, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour le moment pour tirer des conclusions, puisque vous avez tous commencé à comprendre que Donald Trump, sa stratégie, c'est de donner un coup de pied dans la fourmilière, d'agiter le tout, secouer le tout, et puis de voir ce qui en sort. Et sur les politiques douanières, c'est exactement ce qu'il a fait. Hein, au début, il y a eu cette annonce donc avec des tarifs, comme on dit en anglais, des droits de douane pour tout un tas de pays avec un minimum de 10 et pour certains pays, ça allait jusqu'à 30-35. Et puis, finalement, certains pays ont commencé à se rapprocher en disant: «Voilà, bon, nous, on aimerait bien négocier et cetera». Donc les tarifs ont été suspendus pour la plupart des pays, sont repassés à 10, à part pour la Chine. La Chine, avec laquelle Trump est en train de lancer une guerre commerciale. Là, aux dernières nouvelles, les droits de douane sur les produits chinois entrant aux États-Unis sont 104. Et j'ai vu passer ce matin que la Chine, allait mettre un taux plus ou moins équivalent sur les produits américains. Donc, je pense qu'il est encore un petit peu tôt. Il faut attendre un petit peu et puis voir ce qui sortira des négociations bilatérales entre les États-Unis et chacun des pays concernés. Oui, oui, effectivement, mon cher Arnaud, merci pour votre réponse. Vous, Victor, vous nourrissez peut-être un espoir d'une remise en cause du libre-échange. Déjà, est-ce que le libre-échange remis en cause, ce serait souhaitable? Alors, il y a 2 choses. Donc la question du libre-échange comme dogme, où il faut à tout prix que les États se donnent une compétition dans tous les domaines, qui effectivement, à l'échelle de la France, est souhaitable d'être remis en cause, car nous ne pouvons pas rivaliser de façon réaliste avec des géants comme les États-Unis ou la Chine. Donc, première chose, le fait, à mon sens, que Trump mette un coup de pied dans la fourmilière, comme l'a justement dit Arnaud, est positif, car cela prouve que ce que l'on nous présente souvent comme immuable, ce sont souvent des lieux communs de centristes, de macronistes, un peu libéraux, qui vous disent on ne peut pas revenir sur des processus historiques établis, comme par exemple l'immigration, comme le libre-échange, comme ce genre de choses. Donc, il prouve en réalité qu'il est parfaitement possible de le faire, ce qui est positif
pour la suite des choses, à notre échelle de Français et d'Européens. Ensuite, je ne pense pas qu'il soit en revanche dans son intérêt, et que ce soit d'ailleurs son but, de remettre en cause le libre-échange pour des géants comme les États-Unis. Je pense que c'est un épisode où il entend simplement restaurer une place de premier plan pour les États-Unis, il entend favoriser l'économie réelle, l'industrie, contribuer à réindustrialiser et donc à ramener des capitaux aux États-Unis face à la fuite de cerveaux, de capitaux, d'usines, de travail et la prédation économique chinoise, qui a été fortement décriée depuis plusieurs décennies maintenant, en raison de la perte d'emplois suscitée aux États-Unis. Le continent asiatique dans son ensemble est concerné d'ailleurs, puisqu'on pourrait aussi bien parler du Vietnam, des Philippines, autant de pays qui servent à présent d'usines pour l'oncle Sam et pour le marché de consommateurs américain. On a des villes qui ont été complètement sinistrées d'ailleurs par cela. On pense notamment à Détroit, qui a perdu, je crois, près du quart de sa population sur quelques années à peine, alors que c'était le grande usine automobile des États-Unis, le noyau, le joyau, le cœur de ce qu'on appelle désormais la Rust Belt, est rouillé, c'est abandonné à présent. Ce sont des usines qui ont été complètement sinistrées. Donc, je pense que c'est avant tout une volonté de restaurer une place de premier plan pour les États-Unis, plus que de remettre le libre-échange en lui-même, car il est évident que Trump va chercher à maximiser les exportations américaines, donc à permettre que les produits américains s'exportent un peu partout. En revanche, il s'agit d'un bras de fer qui est engagé, là en l'occurrence avec la Chine, avec de nombreux pays, déjà pour marquer son autorité, car Trump a été victime d'énormément d'attaques, de challenges contre sa personne et contre la politique qu'il représente, contre l'Amérique qu'il incarne ces dernières années. Donc c'est une façon de revenir sur la scène, un peu comme quand il menaçait d'annexer le Groenland ou le Canada, ce qui est fantaisiste, mais ce qui est une façon d'arriver de façon dominante à la table des négociations. Ce que beaucoup de journalistes ne comprennent pas, car il manque de culture commerciale et d'expérience en entreprise. La base de la négociation, c'est d'arriver en position de force. Donc je pense que c'est une tactique délibérée de Trump pour montrer qu'il est prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition pour pour arriver à ses fins. Donc s'il fallait faire une analogie historique, peut-être même on peut oser la comparaison avec les guerres de l'opium, car c'est une volonté de remettre en cause la place de plus en plus importante qu'a pris la Chine et l'économie chinoise sur le marché international depuis quelques années. C'est une volonté comme je le disais, de réindustrialiser l'Amérique, de redonner du travail aux Américains, et surtout, là où c'est particulièrement intéressant, c'est que Trump s'est mis à dos tout un tas de spéculateurs. Les marchés financiers se sont agités comme jamais. Bon, j'ai fait un communiqué à ce sujet sur le canal Telegram du PDF récemment. Excuse-moi, je me permets de t'attendre, Victor. Est-ce que tu peux reculer un poil ta bouche du micro? Parce qu'il y a beaucoup de saturation et de bruit pop. Oui, je m'excuse. Peut-être est-ce meilleur maintenant? J'ai l'impression. Oui, donc je disais, il y a donc... évidemment, les marchés financiers ont tempêté, se sont affolés dès les annonces de tarifs, avant même qu'ils entrent en vigueur de Trump. Et bien évidemment, ce n'est qu'un épiphénomène, car on a observé en début de semaine déjà un retour des courbes relatif à la normale. Donc, je pense que, comme je le disais, c'est symptomatique de cet affolement des financiers qui veulent à tout prix garder ce dogme libre-échangiste, qui ne comprennent pas qu'un État, de temps en temps, a besoin de marquer de la fermeté, car de toute façon, ils ne raisonnent pas à l'échelle d'un État. Ces gens, ils sont internationaux, suivez mon regard, je ne vais pas poursuivre pour ne pas m'exposer à des poursuites. Mais toujours est-il que, voilà, donc là où c'est intéressant, c'est que Trump donne la priorité à l'économie réelle, au travail des Américains, et se fout royalement, et il a bien raison de se mettre à dos quelques spéculateurs qui, de toute façon, n'ont pas vraiment de patrie, pas vraiment d'appartenance, et sont prêts à faire du business partout à partir du moment où ils y gagnent un gain. Donc c'est du Trump, on ne pourrait pas le définir autrement. C'est symptomatique de sa personnalité, de sa façon de faire de la politique, qui à mon sens est la bonne, c'est-à-dire de ne pas s'embarrasser de considérations administratives ou du qu'en dira-t-on, mais simplement de forcer les négociations et d'obliger la situation à évoluer en usant de la force et du rapport de force. Et c'est à mon sens des méthodes que nous espérons peut-être
incarner à la tête de l'État un jour au Parti de la France et que nous entendons au moins dans un premier temps importer en France, car nous pensons que c'est quelque chose qui fait encore cruellement défaut dans le paysage politique français et européen. Merci beaucoup, mon cher Victor, pour votre réponse. Alors, j'aurais aimé vous poser une question, mon cher Arnaud, Oui. par rapport aux droits de douane. Par rapport aux droits de douane. Alors, je vais vous poser cette question qui est la suivante. Est-ce que les droits de douane imposés par Trump à la Chine ont-ils réellement permis de relocaliser une partie de l'industrie américaine, ou est-ce que c'était un signal politique fort pour l'instant et qu'il n'y a pas encore eu de retombées? Alors, les droits de douane de 2025, pour le moment, il n'y a pas encore de résultat. Ça, évidemment, est beaucoup trop tôt. Mais Trump, durant son premier mandat, avait déjà mis des droits de douane sur certains produits chinois, notamment sur l'acier. Et ça avait permis la réouverture de hauts fourneaux aux États-Unis. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que dans une optique des libéralismes économiques, je tendrais à être contre les droits de douane. Et en général, le problème, c'est-à-dire que moi, personnellement, je suis Milton Friedman, l'économiste, quand il dit que moins il y a de droits de douane, plus c'est bénéfique, puisque les pays vont se spécialiser dans les produits et services dans lesquels ils sont le plus doués. Et puis, à la fin, ça permet une augmentation de la qualité des biens et services, ça permet aussi une baisse des prix des biens et services. Tous ceux qui ont fait de l'économie connaissent l'exemple de l'économiste David Ricardo au 19e siècle qui parlait des draps anglais qui sont échangés contre le vin portugais. Le Portugal ayant un avantage compétitif à faire du vin, les Anglais à la révolution industrielle, ont commencé à se mécaniser, donc ils avaient un avantage à faire de la production de draps, et que donc, en gros, si les deux pays font du libre-échange, tout le monde aura des produits de meilleure qualité et moins chers. C'est ce dont je crois. Le problème avec la Chine, c'est que la Chine est très, 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 très loin des pays occidentaux en matière de droit du travail, en matière d'écologie, en matière de normes de sécurité sur les produits, de conformité. Et tout ça fait que c'est pas possible de faire du libre-échange avec la Chine telle qu'elle est aujourd'hui. Et que donc, dans ce cadre-là, évidemment, des droits de douane sont raisonnables. Et Donald Trump essaye de réindustrialiser ici aux États-Unis. On verra bien ce que ça donne avec la Chine, parce que là, pour le moment, on est sur des droits de douane à plus de 100%. Euh, est-ce que, est-ce que ça va aboutir à des négociations rapides, ou est-ce qu'on va avoir une espèce d'enlisement de la guerre commerciale? Ça, on verra bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les entreprises américaines qui produisent en Chine vont commencer à avoir des plans B. Vous avez peut-être vu passer dans les infos que Apple, donc la marque de téléphone et d'ordinateur, a fait venir en urgence 5 avions remplis d'iPhone pour les ramener aux États-Unis au plus vite, histoire que ces produits-là ne soient pas soumis aux fameux droits de douane sur les, sur les produits manufacturés chinois. Voilà. Oui, c'est vrai, Donc oui, c'est vrai. Vous avez bien les raison. entreprises américaines vont sûrement commencer à s'adapter, effectivement. Ouais, tout à fait. Et une théorie que j'avais émise avec, bah voilà, mes faibles connaissances que je peux avoir quand même de l'économie, parce que c'est vrai que c'est pas trop mon domaine. Je me dis que si la Chine n'est plus assez attractive pour être une usine du monde, ça tombe quand même plutôt bien qu'il y ait un fameux pays qui sort tout juste du socialisme, qui a envie de réindustrialiser justement son État, et qui en plus le chef d'État, à savoir Javier Milei, est ami et s'entend très très bien avec Donald Trump. Ça tombe quand même bien, mon cher Arnaud. Alors peut-être que je spécule, Oui, mais ça colle, là non, ça mais colle. l'Argentine a été un des premiers pays à proposer des négociations commerciales justement pour aller vers le zéro droit de douane entre les États-Unis et l'Argentine. Donc, effectivement, la porte est ouverte aux négociations, et bon, comme ça a été mentionné, Trump, il tape toujours très, très fort. Il arrive, il demande l'impossible, et puis à la fin, avec cette position de force, il peut négocier, puis obtenir quelque chose qui est plus gros que ce qui aurait été anticipé précédemment. Et c'est, comme l'a dit Victor, c'est ce qu'il est en train de faire aussi par rapport au Canada, par rapport au Groenland, etc. Oui, bah c'est C'est ça. parfois mal compris par la presse, mais
Ah bah ça. On n'a pas à faire les lumières. Mal compris ou La presse volontairement transformé. française, Allez-y, Tom. la presse française ne comprend de façon générale, pas grand-chose, j'ai envie de dire, et encore moins lorsqu'il s'agit des États-Unis. C'est une culture politique qui les dépasse complètement. C'est une façon de faire de la part de Trump qui les dépasse. Je pense que c'est un problème de culture, c'est un fossé culturel tout simplement qui fait que c'est mal appréhendé. Et le fait qu'on présente Trump comme un fou, c'est justement la preuve de la réussite de sa tactique. C'est qu'en affaires, il y a la notion du crazy player et du reasonable player. Le fait de Tout jouer à la fait. carte du crazy, j'ai oublié l'algorithme, c'est une démonstration en microéconomie, mais bref, le fait de jouer la carte, c'est la théorie des jeux. Le fait de jouer la carte C'est du ça. crazy, ça permet de prendre l'ascendant et de rapidement obtenir des concessions, obtenir que les autres acceptent de faire un pas vers vous plutôt que ce soit à vous de faire un pas vers eux. Et Trump manie très bien cette façon de faire. C'est comme ça qu'il a construit les empires. C'est comme ça aussi qu'il s'est cassé la gueule plusieurs fois, mais qu'à chaque fois il est revenu. C'est emblématique du personnage. Et en politique, je pense que l'époque s'y prête et que jusqu'à maintenant, ça a été très payant pour lui d'agir ainsi. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. De toute façon, on est dans une époque où il faut un peu tout oser et où tout peut se passer. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je pense qu'il y aura toujours des émissions du Forum du Parti de la France. C'est pas... Espérons-le. Il y en aura toujours, il y en aura toujours. Il y a tellement de choses. Ça ne s'arrête jamais. De nombreux sujets à couvrir, si possible sur des canaux moins informels que Twitter ou Telegram. Oui, oui, de toute façon, on rediffuse tout sur YouTube. Ah oui, vous parlez des Big Five, vous parlez des médias, genre le site, la télévision, Tout à etc. Oui, fait, je tout à comprends, je fait, comprends. tout à fait. Mais bon. Là, j'avais oublié que ça existait la Euh, télévision, vous avez raison, oui, oui. Oui, vous avez raison. Alors continuons si vous voulez bien, mon cher Victor. Le globalisme, fondé sur l'ouverture totale des marchés et la libre circulation des biens et des personnes, est-il aujourd'hui en train de s'effondrer? La libre circulation des personnes, à mon sens, est de façon très nette en train de reculer. Je pense que je l'observe puisque je suis expatrié actuellement dans un pays où il y a une forte tension à l'immigration vers les pays occidentaux, vers l'Europe, etc. Et il y a quand même une tendance générale à la fermeture, à la fermeté vis-à-vis de l'octroi de visa, vis-à-vis des quotas de travailleurs acceptés, etc. Donc je pense que c'est assez encourageant, c'est qu'on observe une rigidification. Et quelque part, on pourrait même parler de réaction de la part des pays, entre guillemets, riches, des pays du Nord global, vis-à-vis des pays du Sud global. C'est-à-dire qu'on est à un point de rupture sur l'afflux de travailleurs, soit peu qualifiés, soit faibles, moyennement qualifiés. On est à un point de rupture puisque ce sont des États qui, pour beaucoup, et c'est aussi le sens de la démarche de Trump, se sont désindustrialisés, donc ont moins besoin d'avoir une masse de travailleurs qui arrivent. On pourrait également dire que l'un est la cause ou la conséquence de l'autre. On sait que l'immigration a été souvent utilisée comme une arme pour favoriser le chômage et donc casser quelque part les acquis, les situations des travailleurs des pays développés. Donc, je dirais que oui, sur ce qui est de la circulation des personnes, on va vers une réduction et vers une relocalisation, car que ce soit d'ailleurs, sans même entrer dans un débat politique, car que ce soit à gauche ou à droite, il y a une tendance quand même à vouloir recentrer les flux depuis la crise de Covid-19. On a pu observer toute la vulnérabilité d'un système mondialisé, donc il y a une volonté de raccourcir les canaux d'échange, les flux d'échange et de permettre des économies durables et circulaires sur des distances plus petites et donc à un niveau local. Donc la circulation des personnes et également des, des marchandises, c'est évident. En revanche, pour ce qui est des flux monétaires, enfin, et encore les marchandises, même pas toutes les marchandises, justement, j'y viens. Pour ce qui est des flux monétaires et de l'échange commercial, je pense qu'on va au contraire aller vers une intensification et qui s'inscrit dans la guerre commerciale qu'entend mener Trump contre des pays émergents, les pays des BRICS en particulier, enfin en particulier contre la Chine. Je pense qu'il n'a pas forcément les mêmes velléités vis-à-vis de l'Inde ou du Brésil, qui va tendre à une intensification des échanges, justement pour redonner à l'Amérique, aux industries américaines, une place dominante. Il veut maximiser les exportations américaines, c'est le but affiché d'avoir un solde commercial largement bénéficiaire. Et donc, pour ce faire, il va falloir qu'il réindustrialise dans un premier temps, d'où les tarifs, d'où cette guerre de la taxation, cette guerre douanière qu'il est en train de mener, de faire donc baisser
la valeur du dollar, et ça va être dans une deuxième partie, je pense que ça va intervenir, c'est que le dollar étant pour le moment dominant dans les transactions internationales, il est très fort, donc peut-être qu'il va falloir revenir sur cette notion-là, faire preuve de plus de souplesse vis-à-vis d'autres devises pour faire baisser la valeur du dollar afin de favoriser la réémigration quelque part de capitaux vers les États-Unis, le retour de capitaux, et ensuite, eh bien, tout simplement de produire et de vendre. Ce qui est très amusant, c'est de voir des dirigeants européens hostiles à Trump, hostiles à ce qu'il représente, dire qu'il faut mener une guerre commerciale aux États-Unis. Mais on vit déjà dans un monde qui, du moins, si ce n'est pour la fabrication, ne serait-ce que pour la conception, est largement américain. On n'a pas de grandes marques pour ce qui est, par exemple, de produits informatiques qui sont de conception européenne. On n'a pas de, dans beaucoup de domaines technologiques, on est dépendant de la manne américaine. Les administrations françaises utilisent des produits de Microsoft comme Windows ou n'importe. Donc, à mon sens, il y a déjà un ascendant, il y a déjà un terrain qui est favorable à la stratégie de Trump à ce niveau-là. Donc, je dirais que pour ce qui est d'une réduction de la circulation des personnes, c'est avéré. Il y a une volonté, il y a une tension politique contre l'immigration qui est de plus en plus forte dans les pays occidentaux. Donc les politiques vont s'aligner en ce sens, ne serait-ce que par réalisme politique. Hein. Même l'administration Macron, quoi qu'on en dise, a commencé à durcir sa politique de visa, car il y a une demande de l'électorat à ce niveau-là. En revanche, pour ce qui est des flux de capitaux et de marchandises, on va assister à leur intensification dans le but justement d'une confrontation commerciale entre le bloc occidental et un bloc, je dirais, asiatico-oriental sur qui va être capable d'être le plus compétitif, de produire le plus pour le moins cher. On va se démarquer sur la qualité, on va se démarquer sur la quantité. Je pense que les années à venir vont être révélatrices en ce sens. Merci beaucoup, mon cher Victor, pour votre réponse à ma question. J'aimerais revenir sur un épisode pas très rigolo de notre histoire récente, à savoir le Covid-19, ou la Covid, comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez considérer, mon cher Arnaud, est-ce qu'on peut considérer que la crise du Covid-19, suivie des tensions géopolitiques actuelles, ont renforcé l'idée que chaque nation doit regagner sa souveraineté économique? Alors, c'est une vaste question, mais je pense qu'effectivement, le Covid a montré que en cas de perturbation dans le commerce international, il pouvait y avoir des manques dans l'économie. On se rappelle par exemple des masques, mais aussi de certains médicaments. Il me semble qu'il y a eu une pénurie de Doliprane à un moment en France, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut me confirmer? Pardon. Oui, il me Oui, semble. enfin, Oui, je crois oui, que ouais. les chaînes de production ont été en rupture fut un temps. Et puis il y a eu évidemment le cas des masques que tu viens de mentionner. Ça Oui. aussi, c'était assez révélateur qu'on soit plus foutu de fabriquer des pauvres masques FP2 en composite papier. Eh oui. Mais bon. Et en fait, je pense que ça a été révélateur que certaines industries doivent rester localisées. D'ailleurs, pour rebondir aussi sur la question précédente, on peut s'étonner quand même, vu qu'en France, il y a une vraie mode à l'écologie et à une certaine forme d'écologie politique qui commence à vraiment être très présente dans la politique française, et ce depuis plus de 20 ans. Hein. Déjà à l'époque de Chirac, on avait fait ajouter la charte de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité. Et ce qui me choque, c'est que tous ces gens-là devraient se réjouir de la politique tarifaire de Donald Trump et de la mise en place de droits de douane. Parce que c'est des gens qui nous disent à longueur de journée qu'il faut consommer local, qu'il faut consommer euh, des choses qui ont le moins d'impact négatif sur l'environnement, que le transport par cargo géant est excessivement polluant, hein, puisque chacun de ces cargos pollue autant que plusieurs centaines de milliers de voitures. Et étonnamment, non. Comme cette politique tarifaire vient de Donald Trump, c'est mauvais. Donc des écologistes se retrouvent à défendre le libre-échange avec la Chine. Alors, je trouve ça assez savoureux. C'est vrai que c'est quand même assez ironique, mais bon, vous savez, comme vous le savez, les écologistes sont
dans une posture et non pas dans le raisonnement. C'est ce que je leur reproche beaucoup. Et malheureusement, d'ailleurs, même certaines personnes de droite sont plus dans la posture que dans l'idée parfois. Enfin bref, continuons si vous le voulez bien. J'aimerais vous parler du modèle mondialiste. Le modèle mondialiste avec ses chaînes de production éclatées à travers le monde, n'a-t-il pas montré, Victor, selon vous, ses limites face aux défis de sécurité, d'emploi et même, parlons-en, de santé publique ? Eh bien, plusieurs choses. Il y a effectivement la question de la santé. Il y a eu une perte nette sur le plan de la capacité, tout simplement, que ce soit des systèmes de santé à répondre à des crises. Pendant la crise de Covid, c'était particulièrement flagrant. Il y a eu, là pour le coup, je vais aller dans le sens inverse de ce que tu disais précédemment concernant la Chine, colosse au pied d'argile. C'est que la Chine a démontré sa capacité, à l'inverse, à réagir très rapidement lorsqu'il y avait des crises sur le plan logistique, sur le plan matériel, sur le plan humain. Ensuite, quelle était la deuxième partie de la question, excuse-moi? Oui, pas de problème. C'était pour te demander si le modèle mondialiste avait montré ses limites face aux défis de sécurité, d'emploi et de santé publique. D'accord, oui, donc j'étais resté sur la santé. Oui, effectivement, pour ce qui est de l'emploi, eh bien, la division internationale du travail a contraint certains pays, donc sur le plan de l'emploi, sur le plan du travail, à se spécialiser dans des secteurs spécifiques. Alors que ça intervienne dans le cadre de la spécialisation naturelle en fonction des compétences, des cultures commerciales et industrielles de chacun, ça a du sens. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsqu'on se retrouve avec des pays qui ne sont que dans l'économie de service et d'autres qui ne sont que dans l'industrie lourde, dans l'industrie de production brute. Donc ce système, effectivement, a montré ses limites dans la mesure où des pays n'ont plus pratiquement d'ouvriers, et lorsqu'ils en ont, ils sont logiquement payés très cher, car ils deviennent rares, car on n'en forme plus, et car seules certaines industries stratégiques en emploient toujours, alors qu'il y a un siècle, c'était la masse, l'ouvrier, même qualifié, même avec des compétences solides, faisait partie de la masse. On pensera par exemple en France aux soudeurs dans l'industrie de défense ou autres qui touchent des salaires mirobolants, tant mieux pour eux, hein, quelque part, mais bon, c'est révélateur d'un déséquilibre économique à ce niveau-là. Et à l'inverse, d'autres pays qui manquent de cadres et qui sont prêts à accepter des gens, et je le vis, pour être plutôt sur un profil cadre dans un pays qui en forme peu, en Afrique du Nord, qui au contraire sont très attractifs pour des pays qui n'en forment pas assez, qui ont besoin de têtes pensantes, qui ont besoin de cadres, de dirigeants, de gens qui apportent une structure et une vision au sein des entreprises. Donc ce modèle, en fait, a bénéficié aux capitaux installés, aux gens qui avaient créé des entreprises, qu'ils ont ensuite étalées sur plusieurs pays en fonction des situations économiques propres, c'est-à-dire qu'on va forcément privilégier l'installation d'une usine de production dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, on va logiquement privilégier les bureaux d'études, la conception dans des pays où il y a beaucoup de gens éduqués, où l'éducation est soit gratuite, soit de bonne qualité, soit parfois les deux d'ailleurs. Il y a logiquement un afflux de cadres, donc là aussi, le coût du travail va être moindre. Et effectivement, s'il a pu bénéficier à certains groupes, à certaines corporations, à certaines entreprises, il a montré toutes ses faiblesses et ses lacunes dans le cas d'une crise comme la crise de Covid. Il est nécessaire que chaque pays possède un équilibre suffisant entre conception, élaboration, production, puis ensuite vente et distribution, même domestique, pour ne pas être trop vulnérable aux conjonctures internationales. Ce qu'a prouvé la crise de Covid-19, c'est que le monde restait malgré tout instable. Quoi qu'on pense de la nature de la crise, de la véracité, de tous les débats autour du vaccin, je ne vais pas entrer là-dedans, mais bon, c'est simplement un exemple pour montrer que le monde, quoi qu'on en pense, quoi que les libéraux et les apôtres du mondialiste en pensent, reste en tension, les États-nations restent une réalité, et que pour qu'une vision économique stable et réaliste se mette en place, il est important que, au-delà des spécificités de chaque État-nation, on aspire à créer des circuits qui soient, à défaut d'être autarciques, au moins autonomes, et ne dépendent pas uniquement de l'exportation, de l'importation, des afflux de travailleurs, etc. etc.
il y a, à mon sens, une conjoncture en ce moment au niveau international qui est plutôt encourageante et qui va aller en s'intensifiant avec les différentes mesures et déclarations de Trump ces derniers jours. Merci beaucoup mon cher Victor pour votre réponse à ma question. Alors continuons. Pourquoi la France, j'aimerais vous poser la question à vous Arnaud, parce que je sais que vous aimez beaucoup parler d'économie aussi. Pourquoi la France devrait-elle adopter une politique protectionniste? Quel secteur stratégique devrait être prioritaire dans cette démarche, vous qui êtes aux États-Unis et qui avez donc un point de vue, j'ai envie de dire, extérieur? Alors, le premier secteur qui me viendrait à l'esprit, ça serait l'agriculture. Et faire un peu comme fait la Suisse. La Suisse, qui est un tout petit pays au milieu des montagnes, un pays que tu as visité récemment, Alex. La Suisse a une agriculture qui est autosuffisante en raison du protectionnisme. Il y a une politique de quotas, ce qui fait que le marché suisse est protégé. Les producteurs suisses produisent. S'il n'y a pas assez de produits, dans ce cas-là, il y a des quotas qui sont ouverts à l'import, avec bien sûr une taxe. Si les producteurs suisses, à l'inverse, ont fait des bonnes récoltes et la production est abondante, dans ce cas-là, les quotas d'importation sont restreints et les taxes, les tarifs douaniers sont augmentés. Et je pense que la France, dans ce secteur-là, devrait s'en inspirer. Le problème, c'est que on ne peut pas, en France, à l'heure actuelle, dans le cadre de l'Union européenne et des traités européens, faire du protectionnisme. Le commerce est une compétence exclusive de l'Europe et non pas des États de l'Union européenne. Donc, je dirais l'agriculture, mais malheureusement, on ne peut pas le faire pour le moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, oui, effectivement, la Suisse, je reviens avant-hier. Oui, j'étais avant-hier. La Suisse a des bons vins. On pense beaucoup à la Suisse pour le chocolat et les montres, comme on pense à Dijon pour la moutarde et le pain d'épices. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de richesses. Et j'étais assez impressionné de voir que la Suisse avait de très bons vins. Voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu, enfin, sauf pour les amateurs de vin, mais j'en suis pas en l'occurrence. Et vous, Victor? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Comment est-ce que effectivement la France devrait adopter une politique protectionniste selon vous? Tout dépend des domaines. Comme je tiens néanmoins à préciser que de la même façon qu'Arnaud Mille, je pense que dans une certaine mesure, la spécialisation internationale du travail a du sens. Il est logique qu'en France, on n'ait pas les mêmes talents, les mêmes inclinaisons naturelles sur le plan économique que d'autres pays. En revanche, comme je le disais précédemment, il est important que les différents secteurs, tertiaires, secondaires, primaires, s'équilibrent. Et je pense que le protectionnisme, il peut intervenir sur des domaines que je qualifierais de première nécessité, car pour moi, elles sont évidents et qui, quelque part aussi, vont dans le sens des penchants naturels de notre pays, comme par exemple l'agriculture. Nous avons été pendant très longtemps un géant agricole, le premier d'Europe. On a eu une agriculture qui exportait beaucoup, qui était réputée et qui malheureusement a été sacrifiée sur l'autel de l'idéologie libre-échangiste. Car face à des géants sur le plan démographique, sur le plan géographique et nains sur le plan réglementaire, ce qui est profondément injuste quand on voit la batterie de réglementation que doivent respecter les agriculteurs français. J'ai proposé un programme pour le Parti de la France en ce sens, que je vous invite à aller voir. Eh bien, il est évident qu'on ne peut pas rivaliser. Un agriculteur français n'évolue pas dans le même cadre, selon les mêmes contraintes qu'un agriculteur chilien ou argentin ou américain. Donc, il est logique qu'il y ait un minimum de protectionnisme pour des pans majeurs de l'économie, comme l'agriculture, car la base d'un pays, c'est même la base des premières théories économiques modernes. C'est la physiocratie, c'est la capacité à se nourrir et à être autonome sur le plan alimentaire. Donc, il me paraît logique, à minima, d'avoir des mesures protectionnistes sur le plan agricole. Et ensuite, sur certaines spécialités plus industrielles, plus techniques, qui ont fait pendant très longtemps notre réputation, notre fierté au niveau international. Par exemple, sur le plan de l'aéronautique, on est une industrie historiquement très réputée, que ce soit au niveau européen ou international. Il y a des sociétés comme par exemple Dassault ou Thales qui performent,
qui rivalisent avec des géants, même américains, russes, chinois, etc. Donc, sans pour autant aller jusqu'à dire qu'il faut des mesures protectionnistes, parce que bon, ils semblent s'en sortir très bien par eux-mêmes, il est important de garder un œil sur ces éléments de notre industrie, de notre économie, qui sont des facteurs également de souveraineté, car je prenais l'exemple de l'aéronautique, en l'occurrence les prix des sociétés qui vont plutôt dans le militaire, mais ça peut être aussi dans le civil. Parfois, il y a même un enjeu stratégique sur le plan de la défense, sur le plan de l'armement. On a une industrie de l'armement qui a été largement sacrifiée. Par exemple, on ne produit plus du tout d'armes légères. Et même Macron a commencé à réfléchir à une relocalisation de certaines industries, notamment la fabrication de munitions, si je ne m'abuse. J'ai vu passer un article là-dessus il y a 2-3 semaines. Donc, là aussi, quelque part, l'actualité nous donne raison à notre école de pensée, c'est que nos idées sont les bonnes et la tendance internationale, la conjoncture nous le prouve. Nous aurions mérité d'être au pouvoir il y a 20 ou 30 ans, on aurait fait gagner beaucoup de temps à tout le monde, mais toujours est-il que voilà, donc oui, un protectionnisme raisonné, raisonnable, qui ne contredit pas l'évidente nécessité des pays d'échanger entre eux, de se spécialiser sur certains secteurs où ils sont plus performants que d'autres, mais qui garantit néanmoins leur relative autonomie, leur relative sécurité sur le plan économique. Merci beaucoup Victor pour la réponse que vous m'apportez. Continuons, si vous le voulez bien. J'aimerais vous poser la question maintenant, parce qu'on parle beaucoup de l'Union européenne. Vous savez bien que la grande question des souverainistes, c'est est-ce que l'Union européenne nous enferme dans une forme de prison? Et donc je vais vous poser cette question, mon cher Arnaud. Peut-on réindustrialiser la France sans mettre en cause les accords de libre-échange imposés par l'Union européenne? Faut-il envisager, selon vous, de sortir de ces traités? Ben, c'est encore une fois, dans le cadre européen, c'est très compliqué, hein. C'est l'Union européenne qui a la compétence exclusive du commerce et donc des accords de libre-échange. Et donc, ces traités sont faits pour favoriser les multinationales, et d'ailleurs pas toujours les multinationales européennes. Malheureusement, on ne peut rien faire dans le cadre des traités européens, hein. C'est à la différence de Trump qui a montré qu'il pouvait redresser la barre, par exemple, dans son premier mandat, en renégociant l'accord ALENA. Donc, c'était l'accord de libre-échange nord-américain qui a été remplacé depuis par l'accord USMCA, c'est-à-dire United States-Mexico-Canada Agreement, qui est un accord de commerce trilatéral. Et effectivement, les États-Unis ont cette marge de manœuvre de pouvoir négocier eux-mêmes leurs traités, la France ne l'a pas. Donc voilà, on peut essayer d'exiger des dérogations ou envisager de quitter certains accords, mais à la fin des fins, on doit obéir aux décisions de Bruxelles. Donc on n'a pas le choix. Oui, oui, tout à fait. Vous savez, comme le dit souvent notre ami et notre président Thomas Joly, une fois que nous aurons le pouvoir, nous poserons nos couilles velues sur le nez de von der Leyen, ou de ses successeurs d'ailleurs, et nous nous imposerons. Donc si l'Union européenne veut nous dégager de ces traités, qu'il nous dégage. Qu'il nous dégage. Nous partirons avec panache. Continuons. Est-ce que pour vous, Victor, le protectionnisme est forcément incompatible avec la compétitivité? Ne peut-il pas, au contraire, être un levier pour renforcer notre tissu économique mondial et national? Alors, ça rejoint un peu ma réponse sur la question précédente, j'ai un petit peu débordé. Le protectionnisme en tant que tel n'est pas une isolation. Il ne s'agit pas d'être sur un modèle soviétique. On est sur une économie fermée, on vase clos et on essaye de tout produire soi-même. Ce serait à la fois irréaliste et même débilitant économiquement. Enfin, ce n'est pas souhaitable. En revanche, quand on parle de protectionnisme, il s'agit tout simplement de prendre conscience de qualités que l'on a et de ne pas les brader. Je parlais d'agriculture tout à l'heure. L'agriculture, ça englobe beaucoup de secteurs. On parlait, par exemple, tu parlais des vins suisses et du vin portugais quand on parlait d'internationalisation de l'économie, de division internationale du travail. Le vin français dépend aussi du secteur agricole. Donc, Oui. si on sacrifie l'agriculture sur l'autel du libre-échange, il est évident que la qualité des vins
va s'en ressentir. Donc il va y avoir une perte de valeur sur le moyen terme et donc une perte sèche pour ce qui est du solde commercial à terme. Donc, il est important d'avoir une bonne vision des chaînes de production, des différentes parties prenantes, que ce soit pour des secteurs de pointe comme l'aéronautique que je mentionnais, ou tout simplement l'agriculture, le vin, les produits phares qui ont fait la réputation de la France, le fromage par exemple, ou autre, et tout simplement prendre les mesures nécessaires pour éviter que les parties vulnérables de la chaîne de production ne soient sacrifiées, les parties stratégiques et vulnérables de ces différentes chaînes de production ne soient sacrifiées par le libre-échange, tout en garantissant une équité du produit fini à terme sur un marché international qui logiquement est amené à être compétitif, à ne pas faire de cadeaux. Mais c'est là, en revanche, je redeviens libéral, il est évident que tous les États n'ont pas les mêmes compétences, les mêmes talents, les mêmes points de notoriété sur le plan économique et qu'il est logique que tous les produits de tous les États ne se valent pas. La compétition est souhaitable à partir du moment où les forces identifiées d'un État sont mises en avant et peuvent se confronter de façon équitable sur le plan international. Merci beaucoup mon cher Victor pour votre réponse. Continuons si vous le voulez bien. Comment répondre, mon cher Arnaud, à ceux qui dénoncent le protectionnisme comme un repli sur soi? Vous savez, l'isolationnisme, les États-Unis connaissent un peu. Est-ce une vision dépassée, voire manipulatrice, imposée par des élites mondialistes? Alors, ça, c'est une vaste question. Le protectionnisme, en tant que repli sur soi, non, pas vraiment. Il faut voir, en fait, qu'est-ce que le libre-échange? Le libre-échange, comme je l'expliquais précédemment, c'est essayer de trouver le meilleur arrangement pour les deux parties. Essayer de trouver un moyen pour que les deux parties bénéficient, c'est-à-dire avoir des produits de meilleure qualité, avoir des produits moins chers, etc. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire du libre-échange avec tout le monde. Il y a des pays qui sont dans des standards qui sont trop différents des nôtres pour qu'on puisse légitimement faire du libre-échange. Et donc, déjà à ce titre-là, le protectionnisme peut être légitime. Après, comme le disait Victor, dans le cadre, par exemple, de la production de vin ou de la production de fromage ou ce genre de choses, on fait du protectionnisme déjà partiellement au niveau européen. Parce que le protectionnisme, ça n'est pas que les droits de douane, c'est aussi ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Ça peut être les quotas, mais ça peut être aussi les normes techniques. Par exemple, quand vous achetez des jouets, spécialement pour les enfants, ils sont tous étiquetés avec la norme CE, ce qui veut dire que ces produits sont conformes aux normes européennes pour la sécurité des enfants. Bon, il y a certains pays qui produisent des jouets qui ne sont pas à ces normes-là, ces produits ne sont pas importés. Et ça, c'est un protectionnisme que personne ne remet en cause. Le fait, par exemple, d'avoir mis en place des AOC, des appellations d'origine contrôlée, ou des AOP, appellations d'origine protégée, c'est aussi une façon de faire du protectionnisme. Le champagne, par exemple, le champagne, c'est défini comme étant un vin mousseux qui est produit en Champagne, la région de France. Et donc, si vous faites la même chose en Roumanie, ben, ce n'est pas du champagne. Voilà. Et ça, c'est un exemple de barrière au libre-échange. C'est un exemple aussi de protectionnisme. Donc, le protectionnisme en tant que repli sur soi, non, je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu une rengaine de journaliste, en fait. Oui, oui, tout à fait. Les journalistes, n'est-ce pas, on connaît, on sait ce qu'il faut en penser. En quoi, mon cher Victor, la vision de Donald Trump sur les intérêts nationaux et la souveraineté pourrait-elle inspirer la France pour retrouver son autonomie économique et stratégique que nous avons beaucoup perdue au fil de ces décennies, soyons honnêtes? Peux-tu répéter la fin de la question? Je ne t'ai pas bien entendu, j'ai dû avoir une sorte de connexion. Pas de souci. J'expliquais globalement en quoi la France pourrait être inspirée par Donald Trump pour retrouver son autonomie économique et stratégique.
très bonne question, Alexandre, je te remercie. Alors, ça rejoint un petit peu ce que Arnaud et moi avons dit précédemment, c'est qu'il y a tout d'abord une psychologie et une façon d'aborder la politique de la part de Trump qui est exemplaire, à mon sens. C'est qu'il y a une nécessité, si on parle de la France, d'utiliser les armes qui sont à notre disposition. Il y a un problème, à mon sens, dans la façon qu'a la France de faire des affaires à l'international depuis de nombreuses années, c'est qu'elle n'aborde pas le rapport de force. Elle évite le rapport de force et préfère se concentrer sur des atermoiements, des belles paroles, etc. Alors que s'il fallait immédiatement prendre exemple sur Trump, je dirais qu'il faut invoquer l'aspect puissant, l'aspect fort que peut avoir la France. Alors, je ne vais pas être dans une grandiloquence d'opérette. Il est évident que nous ne pouvons pas rivaliser sur le plan militaire ou économique avec des puissances comme la Chine ou les États-Unis, mais sur le plan régional, nous sommes déjà une puissance nucléaire. Donc, nous sommes le bouclier nucléaire de l'Europe en l'absence de la présence de la dissuasion nucléaire américaine. Et la conjoncture, à mon avis, va tendre à ce que les Américains se désengagent petit à petit de l'Europe et ralentissent les financements des bases de l'OTAN présentes notamment en Europe de l'Est, si von der Leyen continue de se mettre à dos Trump, et quelque part ce sera bien fait. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et sur le plan économique, eh bien, comme je le disais, nous avons des industries qui ne sont quand même pas négligeables. Je veux dire, des voisins que je ne dénigre pas, qui ont d'éminentes qualités, mais des voisins comme par exemple le Luxembourg, la Belgique, l'Italie ou autres ont leur propre, ou l'Allemagne, ou même l'Espagne, le Portugal, bref, peu importe, l'Europe dans son ensemble, ont des points sur lesquels ils sont en infériorité par rapport à la France. Sur le plan de l'industrie de défense, la France est une des premières puissances au niveau européen, donc ça aussi, ça peut être un argument. Les projets d'armées européennes qui sont dans les cartons depuis des décennies, qui sont en train de petit à petit de se monter, avec le nouveau char, là j'ai oublié son nom, qui est réputé être un projet franco-allemand, bref, ils impliquent tous, à un degré divers, la France. Sur le plan, si on sort de l'Europe, sur le plan international, cafouillage majeur de la part des Australiens, ça a été de désavouer le contrat avec Naval Group pour les sous-marins nucléaires. Ils sont en train de sous-marins conventionnels, mais bref. Ils sont en train de se rendre compte justement que les Américains leur avaient promis des sous-marins nucléaires alors qu'ils ne vont pas leur vendre, ils vont leur donner en leasing, il y aura des chaperons à bord, bref, c'est sur le plan de la souveraineté, c'est une pure pantalonnade. Ils sont en train de réfléchir à revenir en rampant vers Naval Group, vers le groupe français qui leur avait initialement proposé le contrat du siècle, dont la rupture a engendré une crise diplomatique entre la France et l'Australie. Donc là aussi, il y a des facteurs, des indicateurs qui prouvent que la France est encore pertinente sur certains aspects sur le plan international. Et à mon sens, le problème, c'est que la politique ne le met pas assez en avant. On a une armée qui a des défauts, qui est rouillée sur certains aspects, qui manque de moyens, mais qui, elle aussi, n'est pas négligeable. Elle a été capable de mener en relative autonomie des interventions sur la décennie précédente en Afrique, avec sa propre chaîne logistique, avec ses propres véhicules, ses propres équipements. Peu d'armées en Europe soutiennent la comparaison. Je ne vais pas lister l'ensemble des éléments qui nous démarquent, mais ce sont un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour ensuite engager le rapport de force dans le cadre de négociations commerciales. C'est là où Trump a beaucoup à nous apprendre. On parlait de von der Leyen et des législations européennes, des réglementations, des bureaucrates de Bruxelles qui se prennent pour des chefs d'État. Là aussi, un problème d'autorité, c'est que ces gens-là ne sont rien. Leur salaire, leur dotation viennent des États membres. Ursula von der Leyen, si demain Thomas Joly était à la tête de la France, il irait la voir à Bruxelles dans un véhicule militaire et lui demanderait de lui faire un café. Elle ne pourrait rien dire. Elle n'a pas d'armée, elle n'a pas de police. Et la relation qui unit la France à une institution comme l'Union européenne n'est pas une relation gravée dans le marbre ou dans le béton, c'est une relation sadomasochiste consentie, molle, et qui peut très facilement être tordue pour servir nos avantages. Donc, les fanatiques du Brexit, qui ne pensent que de façon légale, que par le papier, les textes, pour moi, bien qu'ils aient souvent des choses intéressantes à dire, je ne dénigre pas les discours de quelqu'un comme Asselineau ou autre, qui peuvent parfois être pertinents sur le plan économique, mais ils se trompent fondamentalement sur la nécessité première, avant de regarder le droit, avant de regarder les textes, d'engager le rapport de force et d'accepter d'engager le rapport de force.
Le dogme post-1945 en Europe, c'est le refus du conflit, le refus du rapport de force et le refus d'être autre chose que des espèces de chats émasculés à la traîne du géant américain et qui ne se contentent que d'appliquer des textes de loi et des réglementations qui ne dépendent pas d'eux. C'est absurde et je pense que Trump est un exemple à suivre si on veut sortir du système tel qu'il est et proposer de réels changements à moyen terme. Merci beaucoup, Victor. D'ailleurs, ce qui conclut bien un petit peu le thème avant de passer aux actualités, j'ai vu que Thomas Joly avait réagi à un tweet, à une vidéo de Jacques Attali, voilà, en pleurnichant sur l'actualité. Et Thomas Joly a tweeté, en s'adressant à Jacques Attali, « Votre rêve cosmopolite sans frontières s'effondre sous vos yeux, et c'est un régal de vous voir geindre devant l'échec de votre utopie mondialiste juste avant que vous creviez. » Mot dur, évidemment, mais mérité, et Jacques Attali l'a bloqué suite à ce tweet. Donc Thomas Joly, président du Parti de la France, est bloqué par Jacques Attali sur X, oulala. Terrible, il ne va pas s'en remettre. Alors si vous le voulez bien, on peut parler des actualités, parce que je considère que le thème a été très bien traité. Merci beaucoup à vous deux pour l'avoir traité correctement. Et concernant l'actualité, alors j'en ai parlé un petit peu hier sur, vous savez, l'émission OTDD, animée par VV, j'interviens assez régulièrement sur ces émissions, et c'était par rapport à la phrase de Retailleau, vous savez, le ministre de l'Intérieur, qui veut durcir les conditions pour la naturalisation. Oulala, encore une promesse des LR qui ne sert à rien. Ça me rappelle beaucoup le Karcher de Sarkozy, ça me rappelle beaucoup le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, ça me rappelle plein de choses, même Darmanin, je crois, il avait fait une punchline un peu de ce genre. Il ne se passera rien. Et vous pensez pas, enfin je sais pas, Arnaud, vous êtes aux États-Unis certes, mais je ne pense pas que vous croyez en l'efficacité du gouvernement Bayrou, c'est toujours bizarre de dire gouvernement Bayrou, mais c'est vraiment le cas, pour la sécurité, on va dire, de la population française suite à la déferlante de migrants, on est d'accord. Vous n'y croyez pas. Parce que, attention, votre micro est coupé. Parce que je rappelle que son discours avait pour but de rassurer les Français au niveau de la sécurité. Votre micro est coupé, mon cher Arnaud. Mais sinon, en attendant, je peux laisser Victor répondre à cette actualité. Ça peut se faire aussi. Ce sont des... Je vais intervenir brièvement, puis je vais laisser la parole à Arnaud. Ce sont des déclarations qui sont à l'image de quand Macron avait brièvement parlé, je crois, du racisme anti-blanc. Enfin, ce sont juste des signaux qui sont envoyés à la droite, car c'est des gens qui sentent que le vent est en train de tourner, qui cherchent à aménager une survie politique, voire une porte de sortie, une éventuelle carrière. Enfin, ce ne sont évidemment que des effets d'annonce qui ne seront jamais suivis d'actions concrètes et qui attendront toujours le moment où la situation sera la pire pour envisager des mesurettes qui ne changeront pas grand-chose. Donc, c'est positif dans la mesure où ça nous donne raison, ça prouve qu'on n'est pas juste des dingues qui parlent sur Internet, ça trouve une résonance même au sein des plus hautes instances de l'État, quelque part, notre discours. C'est des gens qui, je l'ai dit plusieurs fois, je le répéterai encore, sont parfaitement conscients de la justesse de notre propos, mais qui décident de l'ignorer. C'est pour des raisons de sécurité de leur carrière politique, car l'époque est dangereuse, car ce serait remettre en question un système qu'ils ont contribué à faire vivre et alimenter, et donc ce n'est tout simplement pas possible pour eux de revenir là-dessus. Ils ne peuvent pas l'envisager. En revanche, en leur fort intérieur, ce ne sont, du moins pour la plupart, pas des imbéciles. Ils voient la situation telle qu'elle est, ils ont les chiffres par le ministère de l'Intérieur, par des sources internes à l'État auxquelles nous n'avons pas accès, donc ils savent très bien la gravité de la situation, mais ils l'adressent timidement, en fonction des conjonctures politiques, en fonction des élections, car ils ne peuvent pas... Ce serait une erreur politique de leur part d'admettre que nous avons eu raison depuis la création du Front National en 1972 et que nous aurions donc dû prendre le pouvoir il y a 30 ou 40 ans. Mais bon, c'est ainsi. Je te laisse la parole. Alors non, Arnaud m'a envoyé un message. Vous savez qu'il est gérant, enfin vous le savez, non, vous le savez peut-être pas, vous le saurez davantage fin avril, le 20 avril pour être exact, parce que Arnaud, il gère une société, il gère une entreprise de nettoyage industriel aux États-Unis, en Alabama,
et à Birmingham, si je ne dis pas de bêtises. Et en l'occurrence, il a un problème à gérer. Et vous savez, les patrons sont très occupés, donc il doit gérer ce problème. Donc Victor, nous finirons l'émission seul, si tu le veux bien. On traitera les actualités. Rien que toi et moi, rien que vous et moi. Excusez-moi, on se vous voit dans les émissions. Oui, mon cher Victor. Faites don, Alexandre. Je t'écoute pour la suite. Eh ben, mon cher Victor, je sais pas si vous avez vu les journalistes, enfin la journaliste en l'occurrence, moi j'ai vu que cette vidéo, en tout cas il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas trouvé, de Frontière qui a été intimidée et menacée à l'Assemblée nationale suite à la sortie du magazine de Frontière consacré à LFI. Vous avez dû voir la vidéo, je pense, elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. LFI c'est grave, hein. Quand on voit Delogu, quand on voit Raphaël Arnaud, c'est grave. Oui, ça rejoint le cortège de démonstrations lamentables de la part de ce parti qui s'enfonce dans des comportements de racaille et d'antifa post-adolescents. Enfin, ce sont des gens qui fondamentalement sont aux abois, car ils ont conscience que leurs idées vont tendre à être de plus en plus minoritaires, même s'ils jouent sur la démographie de certaines populations, notamment allochtones, pour espérer renverser la situation. Mais ils savent qu'au sein de la masse des Français de souche, ils ont déjà perdu la bataille, et de fait, il ne leur reste que l'intimidation, le rapport de force, la violence. Enfin, on pourrait citer le moment où les députés LFI appelaient limite à pendre par les couilles, comme si c'était Mussolini, les députés RN. Enfin, il y a des gens qui ont fait des études, qui ne sont a priori pas des imbéciles, qui se comportaient comme les derniers des morveux délégués d'un conseil de classe dans un lycée de province. Enfin, c'est lamentable. Enfin, il y a rien à retirer. Il suffit de voir leur gueule. Tu prends un mec comme Raphaël Arnaud. Enfin, déjà, on rappelle que c'était le leader de la Jeune Garde à Lyon. Qui se spécialisait dans le fait de chercher la merde avec des opposants politiques et qui se faisait régulièrement casser la gueule. Bon, manque de peau, il est député maintenant, donc si vous le touchez, vous risquez de graves problèmes, même si ça démange. C'est que ça, les filles. On a Delogu, qui est une espèce d'illettré au cul à 2 chiffres, qui sait même pas qui est Pétain, qui peut peut-être penser qu'il s'agissait d'un influenceur quand on lui a posé la question pour la première fois. Enfin, y a rien, il y a absolument rien dans ce parti. Même au sein de la gauche, on sent qu'il y a un énorme malaise. On a le Parti socialiste qui a été remonté au moment des législatives de juin grâce au NFP, qui lui-même a tout immédiatement pris ses distances avec LFI. Enfin, il y a clairement des boulets à gauche sur le plan politique qui contribuent à desservir leur camp. Après, il ne faut pas non plus les enterrer. Ce sont des gens qui, comme je l'ai indiqué, comptent sur une masse électorale allochtone pour monter en puissance et qui, à terme, nourrissent un projet qui est clairement un projet révolutionnaire d'inspiration marxiste. Donc, ce qui est rassurant, c'est de voir la perte de popularité de leurs idées au sein de la masse. En revanche, ce qui est davantage inquiétant, c'est de voir la nullité, et là pour le coup je vais changer de bord politique, d'observation, je vais observer le bord politique qui est le nôtre, de voir la nullité de la droite en réaction. C'est que on a une gauche qui est complètement désinhibée, qui n'a pas peur d'investir des gens comme Raphaël Arnaud à des élections législatives, mais en revanche, on a une droite qui n'a jamais été aussi complexée. On a un Rassemblement national qui a passé des années à faire des purges. On a les Républicains qui ont poussé des cris d'orfraie quand Ciotti a parlé d'un rapprochement avec ce même Rassemblement national pourtant très lissé, très dédiabolisé. Et là, j'appelle les électeurs à faire preuve de responsabilité. C'est qui sont réellement les gens qui vous défendent actuellement? Ont-ils une colonne vertébrale? Sont-ils prêts à faire le nécessaire? Ou sont-ils des baudruches? Et malheureusement, la droite a depuis trop longtemps été dominée par des baudruches. Ce sont des gens qui, plus la gauche s'affirme, plus eux se dégonflent, alors que ce serait au contraire le moment ou jamais de ne pas avoir peur de notre radicalité, de l'assumer, que des grands partis se mettent
à durcir leur discours et également à oser avoir des fréquentations peut-être un peu plus sulfureuses. Enfin, je vais prendre une comparaison extrême, mais bon, le fait que le NFP investisse Raphaël Arnaud, c'est comme si Marine Le Pen avait investi Alexandre Gabriac, ou Hervé Ryssen. Enfin, si la gauche en est là, il n'y a strictement aucune raison et aucune excuse pour que la droite fasse preuve d'autant de pusillanimité et de faiblesse, car c'est l'heure, le moment politique ne pardonnera pas face à cela. Le rapport de force est déjà engagé, et soit la droite est capable de réagir et de ne pas se laisser dégonfler, soit elle va complètement se laisser écraser, dominée par la tendance que va imposer la gauche et s'effondrer ensuite. Je pense que les années à venir seront révélatrices à cet égard et qu'il ne faut pas hésiter à interpeller les responsables des partis politiques que vous estimez vous représenter, vos députés, si vous vivez par exemple dans une circonscription, un député RN en a été élu, si vous connaissez des gens au sein des différentes mouvances de droite ou patriotes, etc., créer une tension pour qu'ils osent aller dans ce sens de durcissement et de fermeté face à la. Oui, la comparaison fait sourire, effectivement. Je pense que Thomas Joly a rappelé l'essentiel, c'est que c'est un projet qui est à la fois complexe logistiquement, peu faisable, peu réaliste, et qui, en plus de ça, n'est pas souhaitable. À quel moment, enfin, dans le cerveau de ce type, a pu germer l'idée que c'était une bonne idée déjà d'exposer les pauvres habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon à des hordes d'OQTF violents, et ce qui est souvent des casiers judiciaires, sont criminels, enfin bon, les gens dont parle, je n'essentialise pas, mais les gens dont parle Laurent Wauquiez, je pense, auxquels il pense, sont des gens indésirables en métropole, donc je ne vois pas pourquoi ils seraient plus désirables à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui, de ce fait, comme l'a dit Thomas Joly, vont être éloignés de leur pays d'origine, alors que le but est pourtant d'appliquer l'OQTF. Enfin, c'est absurde, c'est vraiment une posture qui sert juste à flatter un certain électorat, pardonnez-moi de l'expression, mais qui est un peu bouffe, quoi, pas très subtil, qui va se dire ah oui, Wauquiez est capable de proposer des idées radicales. Peut-être qu'il se rêve en Trump, peut-être qu'il se dit qu'il faut agiter des grands projets, des grandes idées comme ça, être provocateur pour fonctionner. Sauf que le problème, comme d'habitude avec Wauquiez, on le sait très bien, c'est que ça ne s'accompagne jamais d'action dans les faits. Tu l'as mentionné tout à l'heure, il a été le premier à se dresser contre Ciotti quand ce dernier a voulu s'allier au RN, aux législatives. Enfin, c'est une pure baudruche qui, avant les élections, est à la droite de Jacques Bainville et de Maurras, et qui, après les élections, est à la gauche de Georges Lefraiche. Enfin, et dont la seule ambition est de réitérer l'exploit de Sarkozy, à savoir d'abuser les électeurs de droite nationale pour appliquer un programme qui n'aurait finalement pas grand-chose à envier à Ségolène Royal. Oui, tout à fait. C'est une jurisprudence qui est encourageante dans la mesure où elle désanctuarise un petit peu ce personnage du magistrat, qui est une espèce de dieu vivant, normalement, dans la jurisprudence française, qu'on ne peut pas critiquer, pas contester, qui a toujours raison. Et ça contribue à le ramener à ce qu'il est, à savoir un citoyen comme un autre, et parfois même un militant politique. Quand on voit quelles ont été les positions du syndicat de la magistrature ces dernières années, quels scandales les ont étachés, le mur des cons, pour ne citer que ça, enfin, c'est anormal que ces gens-là soient en posture de nous donner des leçons. Il y a eu cette affaire d'un magistrat à Lyon qui mettait en pâture sa fille de 13 ans sur un site libertin et qui a été relaxé pour cette affaire. Enfin, je ne vais pas commencer à délirer, à partir en conjecture sur la franc-maçonnerie, même si on a le droit de se poser la question, car comme toutes les institutions étatiques, la magistrature est complètement gangrénée par la franc-maçonnerie. Mais toujours est-il que voilà, c'est un petit milieu d'entre-soi, de gens persuadés d'être sur un niveau de hauteur morale, et
le fait qu'on puisse, à minima, les critiquer et remettre en question leur probité et leur éthique professionnelle me semble être un premier pas vers une vie politique plus saine. Donc, je me réjouis évidemment de cette décision de style. Jean-Yves Le Gallou est quelqu'un qui a des positions politiques plutôt intéressantes. Son association Polémia a fait un certain bon travail pour débunker des mensonges avec les bobards d'or notamment, qui ont été colportés par de nombreux journalistes au cours des dernières années. Je pense que ça s'inscrit dans une tendance qui est assez positive. Ouais, évidemment, évidemment. En plus, tu parles de petites communes. Là, ça va toucher des communes, j'imagine, de l'ordre de 200, 300 habitants. On n'est même pas sûr que démographiquement, il y a un équilibre absolu entre hommes et femmes. Ça va sûrement, dans beaucoup de cas, déjà qu'en l'absence de parité, il devient de plus en plus complexe de voir des listes se constituer au municipal dans beaucoup de communes, les habitants se désintéressant de plus en plus de la politique locale, et on comprend pourquoi, puisque dans la plupart des cas, ce sera le préfet qui aura le dernier mot. Donc, la vie politique locale a en réalité assez peu d'intérêt en France, sur le plan municipal. Et si en plus on ajoute ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça va engendrer une situation dont je pense qu'il n'y aura même plus de liste pour remplacer les maires sortants dans les années à venir. On va aller vers un effritement complet de toute initiative politique locale. Donc je ne sais pas à quoi ils ont pensé, les technocrates. Ils se sont dit on va harmoniser une loi paritaire qui était déjà débile en la généralisant dans tout un tas de cas où elle est complètement inapplicable et dénuée de sens. Enfin, ça rejoint cette batterie de mesures égalitaristes grotesques qui sont les marronniers de cette République que pour ça, que pour imposer une égalité artificielle dans absolument tous les domaines, alors que, comme l'a très bien dit Sylvie, nous voulons une nation du mérite et de la justesse, de la sélection, plutôt que de l'égalitarisme forcené. Oui, ben, effectivement, l'actualité nous laisse dans l'incertitude. On ne sait pas si Marine Le Pen sera en mesure de se présenter, si son éligibilité sera levée ou non par la Cour d'appel. Donc, nous attendons de voir et nous verrons, comme à notre habitude, quel candidat est le moins nuisible au camp national et nous le soutiendrons. Oui, eh bien, il y a effectivement le projet d'organiser quelque chose début mai en hommage à Jeanne d'Arc, par opposition à cette fête du travail d'inspiration marxiste révolutionnaire, qui est l'invention de la CGT, autour du 1er mai. Nous Depuis sommes 2020, elle plutôt dans l'hommage à la fête joannique de Maurice Barrès sur ce point. C'est l'occasion, pas grand-chose de plus à dire, c'est l'occasion de se retrouver entre patriotes, de célébrer le plus grand homme, comme dit, pour reprendre la formule depuis de Jean-Marie Le 2020, Pen, de l'histoire de France, qui était Jeanne d'Arc. Et voilà, je vous invite à venir nous découvrir aux manifestations, événements que nous organisons, auxquels nous nous rendons, et puis à tout simplement nous soutenir dans le bon combat. Oui, oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, je vais rebondir. La posture reste la même. Les ZFE font partie de cet arsenal de lubies réglementaires et techniques des écologistes qui se déplacent en vélib ou en trottinette électrique et qui croient qu'il est souhaitable et pertinent sur le plan économique, de créer des zones comme ça réputées à faible émission. Alors en général, c'est marrant parce que ça coexiste avec une vision de la ville où il y a des zones 20 à l'heure ou 30 à l'heure partout et où donc on sait qu'à ce régime-là, les voitures polluent naturellement plus que si elles roulaient un peu plus vite. C'est ce qui a fait de Paris une ville extrêmement polluée d'ailleurs. Et maintenant, ils veulent s'attaquer directement aux émissions de carbone. Donc bon, ils ont franchi une marche sur le plan de la technicité pour en reculer de 10 sur le plan du réalisme économique et politique, à savoir que beaucoup de véhicules, la plupart des véhicules du parc automobile français à l'heure actuelle ne sont tout simplement pas éligibles aux critères d'entrée dans ces ZFE.
Il y a déjà des endroits comme à Paris où de nombreux véhicules ne peuvent plus circuler. Enfin, c'est invraisemblable. C'est des gens qui pensent que leur mode de vie de bobos tertiarisés qui se rendent au travail à pied ou en trottinette est applicable à l'ensemble, la masse des travailleurs qui font vivre le centre des grandes villes, aux commerçants qui suivent des migrations pendulaires matin et soir, et vont, comme d'habitude, se heurter au mur de la réalité, à savoir que soit ce sera rapidement enterré, souhaitons-le, soit ça va aboutir à plus de dépérissement de centre-ville. Et les mêmes qui auront plaidé pour l'établissement de ZFE vont d'un coup se plaindre que tiens, c'est bizarre, il n'y a plus de commerce dans le centre-ville, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Ces gens sont des irresponsables, sans vision, sans hauteur de vue. Il n'y a rien de plus sec.